En l'an de grâce 2018, le duc de Savoie créa, entre autres, son propre podcast. Celui-là même. Depuis, il perdure, traversant le temps comme une épée à deux mains traverse les côtes d'un pourceau. Car, fatigué d'entendre la même soupe servie, encore et encore par de vils faquins sur de fades et disgracieuses vidéos YouTube, il dut innover. Proposant sa parole, parfois grossière, parfois téméraire quelque peu, incisive mais toujours issue d'un vécu, le duc, sur un format plus ou moins long que lui seul décide, en tant que monarque, traite dans son infinie bonté d'une questionnette qui te taraude. Car il est comme ça, notre duc, humaniste, amoureux du vivant, la main sur le cœur, il veille sur son duché. Puisses-tu, ici, passer un bon moment assis en tailleur au coin du feu ou cavalant sur ton fidèle destrier vers de nouvelles aventures. Pose donc cette hallebarde, débarrasse-toi de ton home et nettoie les taches de sang de ce visiteur qui, troublant ta quiétude, s'est vu embrasser le mur afin de savourer pleinement la divine parole. Paix sur terre, mon ami, et allons-y! Allez, bonjour tout le monde, on se retrouve pour le podcast du Ferrari. Ça y est, c'est déjà foiré. Voilà, j'ai déjà raté l'intro, évidemment je recommence pas parce que je suis un feignant. Le podcast de Ferrari, numéro 193. Je mange de la viande, est-ce que je pollue? Alors, un podcast dont l'idée m'est venue de moi-même, voilà, donc je m'auto-congratule. Comme vous le verrez en introduction, en fait, je suis allé chercher le point de vue d'éleveurs bovins, qui sont quand même, enfin bovins pas que, qui sont quand même les principaux concernés par cette remarque, parce qu'on voit passer des études dans tous les sens. Alors si c'est la même crédibilité que ce qu'on voit sur la maladie à la mode du moment, on peut se poser quand même beaucoup de questions. Donc je suis allé les interroger, et évidemment, ça tombe sous le sens. Voilà, donc Émilie et Yves, merci à eux par avance, l'interview va se dérouler. Les questions me sont venues voilà, de moi, hein, comme je disais, et puis aussi de mes chers patriotes qui en ont posé quelques-unes sur le forum. Certaines se ressemblaient, donc je les ai un petit peu centralisées. Vous découvrirez tout ça dans la partie 2 de l'interview. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plutôt la partie 1, parce qu'encore une fois, on a parlé en long, en large et en travers. Comme d'hab, hein, c'est aussi pour ça que vous êtes là, je pense. Et voilà, donc les patriotes ont pu poser leurs questions, ça c'est cool, et j'imagine qu'à l'issue de l'écoute de cette partie 1 et de la partie 2, vous aussi, auditeurs non patriotes, c'est comme les vaccinés et les non vaccinés, il y a les patriotes et les non patriotes. Il y a ceux qui adhèrent à la secte du Patreon, et il y a les autres, les gueux, les refoulés, les non patriotes. C'est pas vrai, je vous aime aussi. Voilà, même si vous me donnez pas d'argent, je vous aime quand même. Je vous aime moins, hein, du coup, mais quand même un petit peu. Euh... je suis vraiment horrible. Bref, cette introduction est affreuse, inqualifiable. Nouveau patriote, tiens, je remercie Aurélien Bourdier, Nicolas Merle et Christophe Bayard, et le retour de Mandy Alcaraz, que je verrai ce week-end au Trail de la Galinette. Voilà, donc merci à ces nouveaux patriotes, et puis à Mandy qui fête son retour parmi nous, mais qui a été éjecté, je crois, pour une histoire scabreuse de carte bancaire. Son retour parmi nous. Voilà, donc les patriotes ont l'accès au forum. Hein. Tiens, qu'est-ce que j'ai foutu tout à l'heure comme question sur le forum? Bon, je me rappelle plus, parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Mais j'interpellais les gens. Ah oui, par rapport à une course, voilà. Par rapport au trail sans Andorre que je vais faire, voilà, pour s'organiser aussi. Donc le forum sert à ça, hein, entre patriotes. Et puis bien sûr à tout le contenu, donc là j'ai publié la revue de presse voilà, du lundi qui traitait des courses du week-end et de celles à venir. J'ai publié, ce vendredi ça va être ma préparation par rapport à la galinette, est-ce que c'est un objectif, est-ce que c'est pas un objectif, comment on y va, le parcours, le ravito, le ceci, le cela, je dépiote le truc. Et puis voilà pour le contenu de ce Patreon. Et donc aujourd'hui j'interpelle tous les auditeurs pour des petites questions, parce que vous allez écouter Yves et Émilie, ils sont très intéressants, ils parlent de beaucoup de choses, je peux pas forcément rebondir sur tout,
Il y a peut-être des choses qui vont vous faire tiquer, d'autres que vous allez apprécier. Voilà, il y aura peut-être des remarques, des questions. Bref, nous, ce qu'on envisage, c'est de faire un podcast foire aux questions, un petit peu réponse, tu vois, de tout ce qui aurait pu émaner de votre esprit, que j'espère le plus complet possible. Hein. Je pense qu'on ratisse quand même large dans les idéaux de tout un chacun sur l'écoute de mon podcast. Voilà. Donc je vous laisse avec ça. Il a été introduit par le petit outil là que j'ai utilisé, nos gestes au pluriel, climat.fr, climat pas au pluriel. Donc nosgestesclimat.fr, vous avez un petit truc là, un petit bout de logiciel qui vous permet d'estimer votre consommation, enfin votre émission de CO2 dans l'année. Donc c'est en tonnes, hein, pour ceux qui se posent la question. Donc moi j'étais un petit peu en dessous des 6 tonnes, ce qui est encourageant par rapport à la moyenne française, mais enfin bon, quand je regarde la moyenne française, elle me fait tout sauf rêver, hein, dans tous les domaines. Donc j'estime pas non plus que je suis en train de réaliser une grosse performance avec 6 tonnes. Et en m'amusant un petit peu avec ce logiciel, donc en trichant, pour obtenir d'autres résultats, voilà, je vois comment je peux arriver à 4 tonnes dans les prochains mois ou années. Par contre, l'objectif à 2 tonnes, là, franchement, c'est extrêmement balèze. J'ai partagé ce petit truc-là, nosgestesclimat.fr, sur mon Patreon. Je crois que le meilleur, il était à 3,3. Hein, donc, accrochez-vous. Voilà, s'il y en a un qui est en dessous de 3,3, n'hésitez pas. On a un patriote, je le dénoncerai pas, hein, mais qui était à 14. Donc, voilà, lui, il fait exploser la moyenne. Bon, c'est en partie lié à son travail. Voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'il faut qu'on change de travail pour sauver la planète? Je sais pas, la France est responsable que de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il faudrait pas plutôt buter des Chinois ou des Indiens? Est-ce que ça irait pas plus vite? Est-ce que ce serait pas plus simple? Voilà. Est-ce que je préfère pas que 4 Chinois meurent pour que je conserve mon rythme de vie? J'en sais rien. Enfin bon, c'est quand même une question à laquelle on a tous répondu, puisque 25 000 personnes meurent de faim chaque jour, on leur envoie 0 €, hein, on s'en fiche complètement. Donc voilà, on est quand même très, très, très égoïste, même si certains crient partout que c'est des grands humanistes. Quand on y regarde de plus près, hein, on est quand même des personnes relativement horribles. Bref, le podcast était plutôt là pour se déculpabiliser vis-à-vis de la viande, et vous allez y aller. C'est parti avec Yves et Émilie. Notez bien toutes vos questions et n'hésitez pas à m'en faire part. On se régalera d'un petit foire aux questions futur. Allez, je vous laisse là-dessus. Très très bonne écoute de cette partie 1. Et puis la partie 2, bien sûr, la semaine prochaine, qui sera un peu plus une réponse aux questions, tandis que la partie 1 va traiter un peu plus de tout ce qui est législation, puis vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, ça arrive, il n'y a pas de honte à avoir, ce que c'est l'élevage. Voilà. L'élevage de terrain, pas industriel. Allez, très bonne écoute à vous, j'attends vos questions. Allez, c'est parti, je suis avec Émilie et Yves Delaunay, qui sont tous les deux éleveurs, c'est bien ça? C'est ça. Oui. Salut Hugo. Salut Hugo. Voilà, donc la présentation ayant été faite, nos deux amis sont dans le Limousin. 87. 87, ah oui. Et on élève des moutons. Moi, j'élève des moutons, j'ai ma ferme, et Yves, il est associé avec sa sœur, il élève des moutons et des vaches. Limousine, des vaches limousines. C'est celle que j'ai mangée, Yves. C'est ça. Et qui est excellente. Mais, et d'ailleurs, tu devais me tenir au courant pour un prochain lot, c'est ça? Ouais, bah, ça va se faire courant mars. Ah, très bien, très très bien. Il faut que je recharge absolument, là. Donc, j'attends ça avec impatience. Ouais. Je ferai passer aussi sur le Patreon. Voilà, donc Yves qui est producteur, qui m'a déjà fourni par 2 ou 3 fois un carton de viande de très bonne qualité, je dois dire, très très bien emballé également, ce qui faisait vraiment plaisir. Et aujourd'hui, vous êtes là pour essayer de dépioter un petit peu les on-dit, puisque visiblement, apparemment, quand on allume la télé, on apprend que si on mange de la viande, on est un salaud de pollueur. Donc on va voir si c'est vrai ou pas. Faux. On te spoil. Alors, passons ces spoilers. Yves, tu avais réagi en fait à ce petit outil que j'avais utilisé là,
je pourrais mettre le lien, nosgestesclimat.fr, mais qui reste sympathique parce qu'il est extrêmement simple d'utilisation et en 5 minutes, ça permet de faire un bilan carbone avec ses incertitudes. Mais voilà, moi, j'avais vu que j'étais à peu près à 6 tonnes de CO2 par an, enfin, j'étais un peu en dessous. Et la moyenne des Français était à 9, voire même quasiment à 10. Et puis, ce que nous demandent, entre guillemets, les COP 21, 26, etc., là, toutes les réunions qui servent à rien, c'est d'atteindre les 2. Bon, j'ai compris, en faisant ce petit outil, que je n'atteindrai jamais les 2 et que si moi, je ne les atteins pas, personne ne les atteindra, ou du moins très peu de monde, et que du coup, voilà, c'est foutu, la planète. Mais Yves, tu m'as dit, parce que je disais, voilà, apparemment, si je descends un peu ma consommation de viande, qui n'a déjà rien d'excessif, et tu m'as dit, j'avais dit, ouais, ça peut descendre mon bilan carbone. Et puis toi, tu as dit, oui, mais attention, supercherie. Et donc, ça a attiré mon attention. Et on va voir ensemble, tu me disais que apparemment, dans ces études là, sur l'impact sur le climat de la consommation de viande, les chiffres sont faussés dès le départ. Alors, est-ce que tu peux nous détailler cette remarque qui peut être judicieuse ? Moi, c'est ça qui me rend un peu fou parce qu'on compare des choses qui ne sont pas comparables. C'est des études qui sont sorties. Ce qu'il faut, c'est ceux qui veulent se renseigner, ils vont sur un site internet, c'est la FORCE, c'est la Fédération des omnivores responsables. C'est vraiment un lieu idéal pour aller voir le vrai du faux, tout ce qui concerne l'élevage, la viande. Et il y a plein d'articles sourcés avec des études. Et c'est vrai que pour le bilan carbone, c'est des études qui comparent les gaz à effet de serre de l'élevage et du transport. Et en fait, tu as une étude, c'est la FAO qui l'a produite, et on dit que l'élevage, ça produit 18% des gaz à effet de serre. Et une autre étude qui est faite par le GIEC, et là, on dit le transport pollue moins de gaz à effet de serre, c'est 13%. Le problème, c'est que c'est deux études qu'on ne peut pas comparer parce que l'étude qui a été faite pour le transport, donc par le GIEC, en fait, eux, ils ne comptent que le transport, c'est-à-dire le déplacement à l'instant T. Alors que quand on nous fait une étude sur l'élevage, on va compter tout ce qui est autour de l'élevage. C'est-à-dire, on va prendre en compte aussi la déforestation. Tu vois, en plus, c'est à l'échelle mondiale, quoi, ce qu'on ne peut même pas parler en France, quoi. On va compter la déforestation, le transport. Ah oui, des on va aliments. dire que pour faire manger ta vache, ton bœuf, tu vas déforester le Brésil, par exemple. Enfin, je dis n'importe quoi, mais c'est une image. Non, mais tu as raison, quoi. Et c'est ça qui est pris en compte. Et même la fabrication de ton tracteur, le transport de tes Ah oui. aliments. Enfin, tu vois, toute la globalité, même la transformation de la viande et tout. Alors que ce que tu veux dire, c'est que pour le transport, on va juste regarder combien consomme ta voiture pour faire 100 km, alors qu'on ne va pas regarder d'où vient le pneu, la carrosserie, etc. Et puis la construction des routes. La construction des routes, la construction des gares routières, des aéroports, des voies ferrées, enfin, tu vois, tout ça, on le compte pas. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que quand même, il y a une étude qui, elle, a été faite et réaliste pour justement faire une comparaison plus juste de ces effets. Et donc, tu peux la trouver, là, c'est un rapport, c'est World Resources Institute. Et là, quand tu regardes cette étude, c'est le transport qui, effectivement, lui, est bien à 13%. C'est eux qui dégagent le plus d'effets de serre. Et l'élevage arrive qu'en 7e position à 5,4%. Donc, tu vois, du départ de ce qu'on te dit, l'élevage, c'est 13% des gaz à effet de serre. Là, on tombe à 5,4%. C'est quand même pas la tête, quoi. Et encore, là-dedans, il y a tous les élevages. Oui. En plus, c'est l'élevage au niveau mondial. Et c'est au niveau mondial. Avec les feedlots américains au soja et puis l'élevage extensif en pâturage, tu vois, tout est mélangé. Et donc, c'est là où c'est intéressant parce qu'après, tu as un bilan. Tu vois, tu parlais du bilan carbone.
Et c'est vrai qu'on ne peut pas comparer un bilan carbone d'un élevage français comme nous on produit, c'est-à-dire moi, grosso modo, les vaches, tu as les trois quarts de mes vaches qui sont au pâturage toute l'année, Mhm. qui restent dehors toute l'année. Et quand je dis pâturage, c'est 6 mois de l'année. Le reste du temps, ben, je récolte mon foin que je stocke, que je conserve, et après que je redistribue l'hiver quand il fait froid comme maintenant, là, quand les ne repousse pas, pour les nourrir. Donc, ce qu'on, quasiment tout ce qu'elles mangent est produit sur notre exploitation. Il y a très Ah peu oui, de tandis que tu as transport. d'autres élevages où la bête va manger du foin qui a été livré d'ailleurs, quoi. Ben, c'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que ce qui est important pour un consommateur, c'est de se rendre compte que quand tu achètes ta viande, on en parlera peut-être tout à l'heure, à l'endroit que tu veux, mais je vais plutôt parler du boucher. C'est sûr que la viande que tu auras achetée chez le boucher, il y a de grandes chances qu'elle vienne de local. Après, local, ça peut être autour de 100 km, c'est pas non plus du village non plus, quoi. Mais donc, tu as très peu de transport déjà pour cette marchandise. Et donc, l'éleveur, en plus, lui, a une autonomie alimentaire sur sa ferme qui fait il consomme peu de gaz à effet de serre, comme de la viande qui, elle, va venir, par exemple, du Brésil ou qui va venir même d'Europe, hein, ou de la Pologne et tout, de la Pologne, où là, tu n'as aucune garantie de la manière dont ça a été produit et de l'alimentation. C'est là où je voulais dire, c'est que comme Émilie, elle parle de feedlots là, dans les pays d'Amérique du Sud. Bon, De ben quoi? là, les feedlots en Amérique du Sud, en fait, Alors, qu'est-ce que c'est? c'est des grands parcs en extérieur ou des grands parcs d'engraissement de bovins en extérieur Très vilain, euh, ça. et qui, pour optimiser, si tu veux, les croissances, la main-d'œuvre, tout ça, pour produire un maximum de viande, quoi. Mais, euh, mais là, c'est de la viande qui est produite après, pour produire de la viande, il faut de la céréale, il faut de la protéine. Euh, Nous, on a des contraintes au niveau phytosanitaire en France qui sont vraiment au top, quoi, et contrôlées et vérifiées. Dans des pays comme en Amérique du Sud, ils peuvent produire du soja OGM, hein, nous c'est interdit. Il y a des traitements phyto qui peuvent faire juste avant la récolte, alors que nous c'est complètement interdit. Donc, c'est pour ça que ce que je veux vraiment insister, c'est que nous, en France, il y a vraiment, tout est vérifié, contrôlé, et quand bien même on peut toujours s'améliorer, on a déjà quelque chose qui est au niveau qualitatif et au niveau gaz à effet de serre, bilan carbone, est très performant. Hmm. Et beaucoup de pays peuvent nous envier pour ça. On est un petit peu au début là, du podcast, Steve, parce que tu as soulevé pas mal de questions que j'ai notées pour après. Est-ce que tu peux, du coup, pour finir un petit peu de poser toute cette belle introduction qui est déjà riche, nous raconter un peu, en gros, la vie de ta ferme sur l'année, quoi. C'est-à-dire, bon, voilà, alors, l'été, les bovins, ils sont dans les champs, ils mangent ce qu'il y a sous leurs pieds, hein, la prairie. Quand il fait froid, tu les mets à l'étable, et à ce moment-là, ils mangent le foin que tu as toi-même cultivé. Du coup, Mais qu'est-ce qu'il y a à c'est faire, ça. quoi? Le En, tracteur. Avec, en ce moment, on est en train de vivre un peu comme tout le monde, hein. Tu as une augmentation des charges, que ce soit l'électricité ou nous pour l'alimentation. Ouais, puis l'essence, non? Tu as quelques Et appareils, quoi, voilà. déjà. Et c'est ça où ça vraiment intéressant parce que d'un côté, nous, on a déjà mis des choses en place depuis quelques années
pour réduire nos charges. C'est le seul levier sur lequel on peut agir, puisque sur le prix de vente, on est quasiment bloqué, on nous l'impose, entre guillemets. Donc, nous, notre seul levier d'action, c'est sur les charges. Et ce levier d'action est intéressant parce qu'en plus, ça va vraiment dans le sens où on va faire des économies d'énergie et de l'énergie qui est polluante. Et quand bien même on pollue pas beaucoup, on peut encore diminuer. Et, donc, sur la ferme, oui, c'est ce que tu disais. Hein. Bon, l'hiver, tu as fourrage avec ce que tu as récolté l'été, donc sous forme de foin ou d'enrubanage, qu'on appelle. En fait, c'est quelque chose qui est un peu plus humide et qui est conservé d'une manière différente, mais du coup, c'est plus riche en protéines. C'est un fourrage qui sera plus riche en protéines, ce qui fait que pour produire du lait, il faut aussi de la protéine. Pour finir tes animaux, les engraisser, c'est pareil. Et toute cette protéine que tu peux produire sur place, donc ça te coûtera moins cher et puis ça t'évitera de l'acheter. Et donc l'été, voilà, c'est les foins. Après, on récolte, on essaye d'être un maximum autonome pour nos céréales. Après, on est quand même dans des régions, même si c'est pas, tu vas rigoler quand je veux dire que c'est la montagne, mais on est dans des petites montagnes, des collines. Donc, c'est quand même pas des endroits faciles pour cultiver de la céréale, mais on y arrive. Et oui, si, ouais, il y a un petit peu d'altitude quand même. on est à 500-600 mètres. On n'a pas des conditions pédoclimatiques exceptionnelles pour produire de la céréale. Chez nous, la céréale, c'est pour de l'autoconsommation, pour l'élevage, mais il y a très peu de ventes, quoi. C'est ce que veut dire Yves. La céréale nous coûte quand même assez cher à produire, la protéine aussi. Donc, on essaie de la valoriser au mieux. D'accord. Et quand bien même ce qu'on achète aussi pour compléter ce qu'on n'a pas, ça va venir d'à côté, hein, d'un rayon de 100 km, quoi. Donc voilà, sur la ferme, la vie est rythmée beaucoup par les saisons. Hein, c'est pour ça que c'est un métier qui nous plaît. Après, ensuite, la période, on va dire, la plus délicate, c'est les naissances, hein, que ce soit pour l'agnelage pour Émilie ou moi les vélages. C'est un moment où il faut être très présent parce que c'est le plus important. Parce que ça reste quand même. Moi, c'est un élevage, donc ce qu'on dit plein air, ça s'appelle. C'est-à-dire que j'ai 80% des vélages qui ont lieu dehors à partir de mars jusqu'à juin, on va dire. Et le but, c'est pour ça que cette race me plaît, la Limousine, c'est qu'elle élève, entre guillemets, toute seule son veau que j'intervienne le moins possible. Donc, qu'elle vèle toute seule, que le veau soit vite résistant, même si les conditions des fois ne sont pas évidentes parce qu'il pleut, il fait froid, mais qu'il ait un colostrum de qualité, donc le premier lait que la vache va délivrer. Ça, c'est important. Donc, c'est pareil, hein, si tu as une alimentation mauvaise, hein, c'est comme pour l'humain, elle va faire un colostrum de mauvaise qualité et le veau aura de mauvaises défenses. Donc, nous, on est là pour que les animaux soient le mieux possible en état de forme, hein, une meilleure alimentation très riche pour qu'elle puisse nourrir son veau jusqu'à 7-8 mois, où là, on fait le sevrage du veau, donc on sépare le veau de la mère. Et ensuite, c'est là où c'est pour la filière bovin, où moi, j'aimerais améliorer ce point-là, mais ce n'est pas gagné. C'est que c'est des veaux que nous, on appelle à 7-8 mois. C'est pour ça qu'on s'est lancé dans la vente directe. Ça s'appelle du veau rosé. Donc, c'est un veau qui a été élevé par sa mère, qui a bu le lait, mangé un peu d'herbe. En fonction de la pousse de l'herbe, des fois, on rajoute un peu de céréales. Ils ont un nourrisseur, ce qu'on appelle. Donc, ils mangent un peu de céréales pour finir de profiter.
Et ça, c'est des veaux, après, c'est un peu comme du veau de lait, sauf qu'il a eu il a une ration plus variée, avec de l'herbe et éventuellement de la céréale, ce qui fait que la couleur de la viande tend vers le rose et pas vers le blanc, quoi. Mhm. Bon. Et ça, c'est ce qu'on essaye de développer, le veau rosé, parce que c'est quelque chose qui reste sur place et qui est très bien valorisé, et les gens apprécient beaucoup cette viande. Mais sinon, après, ce veau, il est soit engraissé sur la ferme, euh, soit après, tu es obligé de le faire engraisser par d'autres personnes. Et ça peut être dans des pays voisins comme l'Italie ou l'Espagne. Donc, c'est des veaux après qui partent dans ces pays-là pour finir d'être engraissés. Et en général, c'est une viande qui est prisée par ces pays. Et donc, après, elle est vendue sur place, quoi. Et, Historiquement, la filière, on appelle ça du broutard, en fait, le veau qui part se faire engraisser comme ça en Italie, elle existe depuis pas mal d'années maintenant pour le Limousin, parce que de par les contraintes que je disais, pédoclimatiques qu'on a, certaines exploitations ne pourraient pas engraisser les veaux sur place parce qu'il n'y a pas assez d'herbes qui poussent, on n'a pas des rendements extraordinaires. Et l'Italie, au contraire, ils ont des plaines très productives et donc eux peuvent optimiser l'engraissement et ils ont les débouchés pour la viande. D'accord. Et vous en avez beaucoup des bêtes qui partent comme ça en Italie? ben, ça reste quand même, on va dire, les trois quarts de ma production, pour être transparent. Ah oui, quand même. Ouais, et ce qu'il y a, c'est là où c'est vraiment. Parce qu'en France, on pourrait développer ça. Il y a des fermes spécialisées pour engraisser. Le problème, c'est derrière, c'est que c'est le prix, c'est toujours le souci, c'est que le prix nous est imposé et ne tient pas compte de nos charges. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas dire, moi, par exemple, un veau, un taurillon, il faudrait que ça soit vendu, on va dire 4,50 € du kilo, pour que ça rémunère l'éleveur. Et en fait, la plupart du temps, il est vendu à moins de 4 €, quoi. Et quand tu dis que tu es bloqué sur le prix, par exemple, là, tu vois, je me rends sur ton site, je veux t'acheter un colis de viande. Bon, voilà, les 10 kilos, c'était environ 160 €, si je me rappelle. Mm. Mais ça, c'est un prix que tu as choisi. Nous, voilà, ben, c'est là où nous, on a dit, ça nous coûte tant de produire cette viande-là. Ensuite, on rajoute les frais annexes de abattage, transformation, éventuellement du transport quand il y en a, et ça nous définit le prix. Et là, Oui, c'est un prix rémunérateur. Ça veut dire d'accord. que si on pouvait fonctionner qu'avec ça, on pourrait vivre de manière plus raisonnable, surtout avec l'augmentation des charges qu'il y a en ce moment, quoi. Tu vois, t'as entendu parler de la loi Egalim, là? Non. Non, tu n'en as pas Bah, entendu parler, parce une loi qui doit s'appliquer déjà depuis 2 ans, qui devrait, donc c'est pour les productions agricoles et qui devrait prendre en compte les coûts de production. Donc là, on en est déjà à la deuxième version de la loi Egalim, mais qui n'est toujours pas appliquée. En fait, c'est ça, ce serait prendre en compte combien ça coûte de produire, un vrai chiffre, et puis une rémunération quand même de l'éleveur. Aujourd'hui, tu as 3/4 quasiment des agriculteurs en élevage qui sont en dessous de 700 € de salaire par mois. Donc voilà, la loi Egalim, elle est là pour ça et elle ne s'applique pas parce qu'il faut que tous les partenaires, enfin il faut que tous les acteurs soient d'accord et signent et ceux qui doivent rogner sur leur marge veulent pas signer. bah Donc, oui. il n'y a que quand tu es en vente directe, donc là, toi, tu définis ton prix en fonction
de tous ces paramètres de coût de production et de revenus. Ah, je t'ai perdu, Émilie. Alors, Émilie, ça va revenir. Que tu peux. Il y a eu un petit trou, Émilie. Que tu peux. Allô, tu m'entends? Ouais, il y a eu un trou de 10 secondes à peu près là. C'est revenu? Ouais, c'est revenu, ouais, mais il y a eu un trou de 10 secondes. Ah, c'est mon téléphone qui a sonné. Ah, c'est possible, ouais. Ah, bon, il faudra que tu coupes. Ouais, donc il n'y a qu'en vente directe en fait que tu peux te faire un vrai prix. Et le problème, c'est que sur les productions agricoles, on travaille énormément avec des coopératives ou des acheteurs privés parce qu'on n'a pas les marchés autour de nous pour tout vendre en direct, quoi. Oui, parce que là, tu vois, à côté de chez moi, il y a une coopérative. Enfin, c'est pas très très loin, donc c'est pas mal. J'y passe de temps en temps. Ils vendent viande, fromage. Alors évidemment, tu n'as pas tout ce que tu veux. Il y a un truc assez limité. Et eux, ils vendent au vrai prix. D'accord. Donc là, l'éleveur a fixé son prix si je vais en coopérative. Ouais, c'est ça. Parce que moi, je te parle des coopératives, donc pas des petits groupements de producteurs, mais je parle plutôt de gros scopes, on va dire, comme on a pour la viande, comme pour les céréales et tout, où les petites boîtes se sont déjà faites bouffer par des plus grosses pour être, entre guillemets, plus compétitifs sur les marchés. Et clairement, c'est pas le coût de revient du producteur qui rentre en ligne de compte, c'est les marchés mondiaux. Tu peux avoir des variations à qualité égale sur de l'agneau. Tu peux avoir, ils peuvent t'acheter un agneau à 5,80 € du kilo comme à 7,50 € du kilo. Tu vois, à qualité égale en fonction de ce dont ils ont besoin et des cours des matières premières, etc. Donc, les COP sont dévoyés aussi aujourd'hui. Et ouais, il n'y a qu'en vendant en direct que vraiment tu peux te dépêtrer de ça, quoi. D'accord. Et aujourd'hui, avec la vente directe, ça suffit pas. Vous êtes obligé d'aller voir aussi des industriels, des choses comme ça, des codes pour en fait, si on prend l'exemple de mon exploitation, on a des vaches et des brebis. Et ce qu'avait en fait mon père dans les années 90, donc ça date, avait créé une marque commerciale avec un cahier des charges pour vendre les agneaux parce qu'il en avait marre de vendre à la coopérative et de batailler sur le prix et que ça allait pas. Et en fait, il a été démarché directement des boucheries et des restaurants. Et de fil en aiguille, il a réussi à se créer un réseau. Et actuellement, on continue sur ce principe-là. C'est-à-dire que quasiment toute notre production de vente d'agneaux part dans des boucheries ou des restaurants. Donc ça, c'est super parce qu'au moins, voilà, c'est nous qui fixons le prix. Au final, on se rend compte que notre prix est compétitif par rapport aux autres, parce qu'il y a quand même des frais en moins aussi, même si on compte tout. Hein. Il y a des acteurs en moins. Il y a des acteurs en moins, ouais. Et avec une qualité qui est reconnue. Et puis un lien direct entre, c'est-à-dire que moi, grosso modo, le lundi, on amène les animaux à l'abattoir et moi, le mercredi, je prends ma remorque frigorifique et après, je vais livrer les agneaux en boucherie ou au resto qui nous en demandent. Et ça, toutes les semaines. Donc ça, c'est quelque chose pour notre ferme, c'est vraiment très bien sur la partie ovine. Et après, pour les bovins, on essaye aussi de faire de même, mais c'est quand même pas pareil pour arriver à vendre une vache en entier à un boucher. Et puis c'est pareil, tu as des acteurs sur le terrain qui ont des structures énormes sur lesquelles on ne peut pas concurrencer. Et là, en termes de prix, on a du mal à être bien positionné. Sur le bovin, c'est compliqué parce qu'il y a des coûts vraiment conséquents et nous, entre guillemets, on ne peut pas s'asseoir dessus non plus, vendre à perte. Hein. Le but, c'est quand même de gagner de l'argent. Donc, on ne va pas essayer d'aller vendre une vache à un boucher à un prix qui ne nous rémunère pas, quoi. Mais on y arrive. Il y a des bouchers, il y a plein de bouchers qui vont se fournir à côté et qui vont se fournir directement dans les élevages. Ils le font surtout l'été parce qu'ils ont beaucoup de demandes avec les grillades. Et là, ils peuvent vendre
Ils peuvent nous prendre une bête en entier ou une demi-bête. Et donc, c'est déjà bien, c'est un bon début déjà, quoi. Et D'accord. la marge, elle revient à l'agriculteur et pas que aux intermédiaires, entre guillemets, quoi. Ouais, parce que tu les as fait sauter, là, pour le coup. Ben là, tu les fais sauter, ouais. Eh Mais oui. bon, c'est-à-dire qu'après, ils ont un commercial Oui. qui va appeler toutes les semaines. Et pourquoi tu m'as pas pris de viande cette semaine? Tu aurais dû en prendre. Enfin, tu vois, c'est une stratégie, hein, c'est très agressif. Moi, je n'ai pas fait de formation de commercial non plus. Je suis capable de parler de mon produit et de le vendre, hein, mais après, il y a tout l'aspect commercial, financier. Et les bouchers, c'est pareil. Nous, on ne peut pas fournir régulièrement quelque chose. C'est là où c'est compliqué. C'est que si tu veux obtenir un marché, il faut que tu sois capable auprès d'un boucher ou d'un restaurateur, quand il t'appelle, ben, de pouvoir répondre à sa demande. Ah oui, oui. Ah ouais. Et ça, tu ne peux pas forcément y répondre. Donc, c'est quelque chose à mettre en place. Mais d'un autre côté, tu as des restaurants qui jouent le jeu et qui vont se fournir à plusieurs producteurs. Ils sont sûrs qu'il y en aura un qui aura toujours de la marchandise, quoi. Ouais, puis tu vois, au final, c'est quand même apprécié aussi quand tu vas au restaurant. Tu as une carte et puis, en fait, voilà, ce midi, tel poisson, il est pas disponible. Parce que pendant 3 mois, en fait, on ne le trouve pas à la pêche. Donc, voilà, tu reviens au restaurant 6 mois après, puis tiens, tu peux goûter un autre plat parce que là, il est disponible. Donc, je pense que ça peut être intéressant aussi de ne pas toujours avoir la même offre en face de soi. Ben, oui, parce que c'est comme les légumes, quoi, hein, ou les fruits, Oui, hein. voilà, tu vas au supermarché, c'est génial, hein, que j'y aille en septembre, en octobre, en mars ou en août, il y a des tomates. Mais est-ce que c'est la même? Tu vois? Alors, elle s'appelle toujours cœur de bœuf, mais est-ce que c'est vraiment la même à l'intérieur? Ouais, et puis le coût de production, quoi. Oui, oui, Le alors le temps, prix la varie tomate. aussi. Toi, Ouais, ouais, ben, pour revenir justement à ça, un peu au bilan carbone, nous, en élevage allaitant en France, c'est principalement mon système est le même un peu partout en France, hein. C'est des vaches qui pâturent au printemps, été, début d'automne, et après elles rentrent l'hiver et on les alimente, voilà. Et donc ces pâtures, ce qu'on appelle des prairies permanentes, souvent, c'est des prairies où il n'y a pas d'action mécanique pour les retourner, pour les labourer. Tu vois, c'est des prés, on va dire, où il y a de l'herbe et on essaye d'entretenir cette herbe du mieux possible pour qu'elle se pérennise d'année en année, sans modifier ce sol-là. C'est-à-dire qu'à part un coup de broyeur, on va dire, pour les mauvaises herbes, s'il y en a, on va pas la labourer ou quoi. Et ces prairies-là, en fait, le sol euh, capte du carbone. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que effectivement, l'élevage a un bilan carbone, mais d'un autre côté, les élevages comme nous, où il y a un système pâturant, avec nos prairies permanentes, on capte du carbone. Et de mmh. ces pratiques qu'on fait et qu'on va continuer à faire et qu'on va améliorer, on peut en capter encore plus. Le sol peut capter encore plus de carbone. Et c'est grâce à ça, c'est un des leviers qui avait été développé lors de la COP 21. C'est une initiative qui s'appelle 4 pour 1000, qui veulent développer, bon, je reviens à l'échelle mondiale, hein, là, mais ça nous concerne aussi nous, pour justement, ben, pour enrayer un peu les gaz à effet de serre, ben, le but c'est ça, c'est de faire capter encore plus de carbone au sol par des pratiques, par de meilleures pratiques. C'est-à-dire que ben, moins on va labourer les sols, moins on laissera des sols à nu, des choses comme ça. En ayant des sols continuellement couverts, ben, ça permet de capter beaucoup de carbone et de réduire, de réduire. Il y a quasiment qu'en élevage que tu peux faire ça parce que là où tu as le plus d'export, c'est en culture.
où tu as des travails du sol quasiment tous les ans, où tu apportes moins de matière organique que tu n'en exportes. Enfin, voilà, donc c'est marrant que les mêmes qui pointent l'élevage du doigt en disant que c'est le grand pollueur du monde viennent demander à l'élevage de vendre en fait du crédit carbone. Là tu dis, mais il y a quand même un problème, quoi. Et oui, parce que on nous dit, voilà, il faut manger un steak de soja parce que ça pollue moins. Mais en fait, déjà, il a fallu faire le champ. Après, faut le retourner un peu tous les ans. Mm. Et puis ton soja, faut lui donner un peu d'eau aussi. Donc au final, et lui, il capte pas de carbone par contre. Eh ben oui, et puis lui, en général, il vient, même si la filière du soja en France se développe un petit peu, celui-là, il vient des Amériques du Sud, quoi. Et c'est ce que j'avais dit, c'est avec des normes qui ne correspondent pas du tout aux nôtres, quoi. C'est qu'en plus d'ingurgiter ton steak de soja, tu vas ingurgiter des molécules que nous, que tu n'aurais pas ce problème chez nous. Et tu vois, le producteur de soja, il est bien content quand le soja a été trituré, que l'huile a été récupérée et que ce qui est consommable, la petite part consommable pour l'humain a été récupérée. Il est bien content de vendre tous les déchets à l'élevage parce qu'en fait, plus de 90% de l'alimentation des animaux, c'est des aliments qui ne sont pas consommables pour l'humain. C'est le pâturage des prairies et notamment donc, les fameuses prairies permanentes dont parlait Yves, où on ne peut rien faire d'autre que de l'élevage, parce qu'on ne peut pas y mettre une charrue, parce qu'on ne peut pas y faire de culture, mais c'est aussi tous ces déchets, ces coproduits de l'alimentation humaine, voire de l'énergie aussi, hein, parce que ça peut être le colza qui est cultivé pour les biocarburants, etc. Voilà, donc l'élevage évite une grosse partie de gaspillage de production qui sont pas à la base pour les animaux. Et tu parlais de revendre ce carbone que tu captes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme la taxe carbone des entreprises, c'est-à-dire une entreprise qui pollue beaucoup, elle peut donner de l'argent à une entreprise qui pollue moins? Ben, c'est là où ça fait rire, c'est que tu vois, bon, ben oui, c'est l'élevage le plus grand pollueur. Bon, j'ai expliqué au départ que c'était une supercherie. Et à côté de ça, tu vois, j'ai des données, je me suis un peu renseigné parce que on a des chambres d'agriculture qui nous permettent de faire des études. Et sur l'élevage, en France, tu vois, on émet à peu près 500 tonnes d'équivalent de CO2, mais ce que je te disais tout à l'heure, dans les prairies, on en stocke 200. C'est-à-dire qu'on a une compensation déjà de 40% des émissions qu'on émet. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et après, là où ils sont, ben oui, les grandes entreprises qui, elles, ont le droit à polluer, elles sont bien contentes de venir trouver l'élevage pour justement nous racheter ces crédits carbone. C'est-à-dire que ça émet comme des bons, on va dire, et qui en donnent une valeur. Et après, eux nous les rachètent pour eux qu'ils aient le droit de continuer à polluer. Donc, on a d'un côté l'élevage qui trouve des solutions pour polluer le moins possible en France et avoir un bilan de mieux en mieux. Et de l'autre côté… Ah, je t'ai reperdu, Yves, là. Je dois recevoir un autre appel. Allez, on va attendre 2 secondes. Ça va revenir. Alors. Alors, ça va revenir. Patientons. Ne soyons pas pressés. Yves, es-tu revenu? Yves, Émilie? Forcément, ils sont aussi au travail. Hein, donc, quand il y a un appel, ça disparaît. Alors, bon, je vais couper. On reprendra juste après.
Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie, en tant que fidèle patriote, de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.